Bienvenue dans Rue de la République pour une émission spéciale logement à Marseille, mais également dans la métropole. On est en compagnie de Patrick Amico, l'adjoint au maire de Marseille, en charge précisément du logement. Bonjour Patrick Amico. Bonjour à vous. Je suis en compagnie également de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, qui suit évidemment et éminemment toutes les questions de logement. Donc restez bien avec nous, on va parler d'Airbnb, on va évoquer le permis de louer dans la métropole, peut-être l'encadrement des loyers. Peut-être qu'on peut commencer, si vous êtes d'accord Patrick Amico, par la lutte contre les marchands de sommeil, parce qu'on a vu très récemment de lourdes condamnations arriver, en particulier à Marseille. Bon, on sait que vous tentez de lutter comme vous le pouvez. Ça va dans le bon sens quand même. Ça va dans le très bon sens. On a eu 2 condamnations lundi et mardi dernier qui ont concerné, pour une première condamnation en première instance, un couple donc qui louait une 60aine de logements dans des conditions totalement indécentes. Et la deuxième qui était une condamnation en appel, donc dans lequel l'appel a confirmé de la prison ferme aussi sur cette deuxième prison ferme, c'est pas rien. Absolument. Dans les 2 cas, c'est de la prison ferme. Et dans le premier cas aussi, c'est au-delà de la prison ferme des amendes extrêmement importantes. Et au-delà des amendes extrêmement importantes, la saisie des biens qui étaient concernés par la gestion par ces marchands de sommeil, ce qui amène pratiquement à une valeur de pratiquement d'1 million d'euros, la saisie qui a été faite par l'État, donc direct et immédiatement applicable des biens de ces marchands de sommeil. Se loger aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande difficulté qu'on peut avoir après se nourrir, évidemment, et c'est vraiment la source d'inégalités extrêmement forte. Comment est-ce que la municipalité peut tenter de jouer un rôle positif dans ce dossier ? Alors, se loger, c'est la plus grosse des inégalités aujourd'hui à Marseille aussi. On a encore pas mal de gens qui sont dans la rue, qui relèvent de l'hébergement, mais au-delà de ça, on a aujourd'hui plus de 50 000 demandeurs de logements sociaux, plus de 51 000 même aujourd'hui. Et on a des disparités extrêmement fortes, territorialement parlant, toujours la césure entre les quartiers nord et les quartiers sud de Marseille, qui n'accueillent pas les mêmes populations et qui n'accueillent pas les mêmes programmes immobiliers. Aujourd'hui, se loger, pour nous, c'est travailler sur tous les plans à la fois. C'est travailler sur la décence des logements existants. C'est justement, on l'a évoqué, la problématique de lutte contre les marchands de sommeil. Sachant que cette lutte contre les marchands de sommeil, on le voit, elle a beaucoup œuvré sur le centre-ville, puisque c'est surtout sur le centre-ville que les principales condamnations à une près sont arrivées. Mais on voit aujourd'hui qu'on va avoir un deuxième terrain sur lequel on va devoir aller profondément, qui sont celui des copropriétés, et notamment des grandes copropriétés qui aujourd'hui sont dans des situations extrêmement complexes, on va y revenir, mais sur la question des marchands de sommeil, on voit que c'est pas si simple, parce qu'effectivement, il y a des condamnations qui tombent, la justice avance, mais néanmoins, les locataires qui étaient un peu les prisonniers de ces marchands de sommeil ont beaucoup de difficultés en fait à sortir de ce type de logement. On a mis encore en lumière une personne qui était contrainte de continuer à vivre dans une cave dans les colonnes du journal La Marseillaise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner aussi ces personnes-là qui sont des victimes, qui sont reconnues par la justice, mais qui ont besoin d'un appui pour ensuite sortir de ce système? Alors, il y a plusieurs dispositifs par rapport à ça. La ville n'a pas les moyens, ni le droit, entre guillemets, de prendre en charge, elle, directement, les personnes qui sont sous le coup des marchands de sommeil. Il faut se rappeler que la loi, elle n'a pas qualifié le délit de marchand de sommeil. La loi, elle parle simplement d'atteinte à des personnes vulnérables. Vous continuez d'ailleurs de proposer que ce soit inscrit dans la loi. Absolument d'inscrire dans la loi ce vrai délit de marchand de sommeil. Donc, il appartient effectivement aux services sociaux et à l'État de trouver des solutions pour reloger ces personnes lorsqu'elles sont dans des conditions d'indécence ou d'insalubrité. Nous, pour notre part, nous essayons de faciliter ces relogements par ce que nous pouvons avoir dans le cadre des plateformes de relogement que nous avons avec la métropole, dans le cadre de toutes les actions qui ont été lancées sur les logements insalubres ou les logements indécents, qui nous permettent au mieux d'essayer d'accompagner ces familles dans des solutions qui soient des solutions pérennes et qui soient des solutions légalement acceptables. Patrick Amico, comment lutter contre cette fameuse fracture qu'on connaît tous ici à Marseille, entre le nord et le sud, et qu'est-ce que vous faites justement pour tenter de la réduire, cette fracture ?
Il faut, je crois, faire deux choses que nous avons fortement commencé depuis quand même pas mal de temps maintenant. Premièrement, travailler sur le fait de recoudre, je dirais, le tissu du logement et le tissu social. Ça veut dire produire du logement. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se raconter d'histoires. Marseille a besoin de 4500 nouveaux logements par an. Marseille a besoin de 1500 nouveaux logements. On est bon maintenant parce que le préfet, vous avez un peu tiré les oreilles à un moment donné. Le préfet nous avait tiré les oreilles. On a un contrat de mixité sociale qui est en cours. Et ce contrat de mixité sociale est extrêmement intéressant puisqu'il va prouver aujourd'hui que toutes les constructions de logements sociaux qui sont faites pratiquement aujourd'hui sont dans des quartiers ou dans des arrondissements déficitaires. Et que pour la première fois dans l'histoire, nous avons produit 50% sur les dernières opérations dans le cadre du contrat de mixité sociale de PLAI, c'est-à-dire le logement social avec le loyer le plus bas. Ça ne s'était jamais passé. Alors justement, puisqu'on évoque le préfet, il nous a parlé d'un système pour implanter des logements sociaux dans le bâti ancien diffus. Ça s'appelle le système de l'acquis amélioré. En clair, il y a des grosses subventions publiques qui vont arriver pour la rénovation et le fait de convertir ces logements en logements sociaux. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une cible chiffrée qui peut être atteinte d'ici les futures élections municipales, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, mais ça je suis absolument de cet avis-là. Est-ce qu'on peut chiffrer ça ? Aujourd'hui, je ne me risquerai pas à le faire. Est-ce que ce dispositif va amener des choses ? Oui, à l'évidence, oui. Puisque les participations financières qui sont annoncées sont des participations très importantes. On parle de 25 000 € au logement. Donc, qui doivent permettre à des bailleurs sociaux, notamment, d'aller beaucoup plus loin en matière d'acquisition-amélioration et sur des immeubles qui ne sont pas aujourd'hui visés par d'autres subventions, comme par exemple l'ANRU dans le cadre de la SPLAIN en centre-ville. Oui. Donc, ça permet d'augmenter le champ. Et ça permet aussi de travailler, par exemple, sur des copropriétés, on en parlait tout à l'heure, en permettant aux bailleurs sociaux d'acheter des logements dans ces copropriétés, de pouvoir les acquérir et les améliorer. Donc, on va remettre sur le marché donc, c'est pas un gadget. C'est pas absolument pas un gadget. Et il est vrai que le préfet on va encore en parler hier soir, est dans cette logique de dire présentez-nous le plus de dossiers possible au cours de l'année 2025. Ce dispositif va fonctionner en 2025. On pense qu'il continuera à pouvoir exister en 2026. Après, les lois de finances étant ce qu'elles sont, on est toujours dans le bleu, bien sûr. Vous évoquiez le préfet, on parle de la loi SRU qui oblige les communes à avoir au moins 25% de logements sociaux sur leur territoire, logement social sur leur territoire. Qu'est-ce que vous pensez des communes qui ne jouent pas le jeu, justement, et est-ce que ça amène plutôt une pression plus forte sur Marseille, du coup, puisque les gens se retournent vers... alors que Marseille joue le jeu. Alors, je vais vous faire une réponse qui est peut-être un peu, je m'en excuse, un peu technique, mais qui me paraît nécessaire. On a globalement 3 sortes de communes sur la métropole. Celles qui jouent le jeu, celles qui voudraient jouer le jeu, mais qui ont du mal à le jouer, et celles qui ne veulent pas jouer le jeu. Un plan local de l'habitat intercommunal tel qu'il existe sur la métropole est un plan collectif. Donc, il serait logique que l'on raisonne au moins dans des bassins de vie, pour raisonner globalement sur les besoins en logements sociaux d'un bassin de vie donné, pour éviter d'avoir des communes qui portent la totalité de la problématique. Ça s'appelle la solidarité quelque part. Ça s'appelle la solidarité quelque part. Ça s'appelle la mixité sociale et la solidarité. On voit très bien qu'on a énormément de difficultés lorsqu'on est à Marseille à, par exemple, parler de logement social avec des communes limitrophes. Je pense à Allo, je pense à Plantecuq, par exemple, qui ne veulent pas. Et préfèrent payer des astreintes. Et préfèrent payer, ce qui est quand même assez extraordinaire, préfèrent payer des astreintes. C'est-à-dire que on est dans la situation où on dirait qu'il est normal de faire des infractions au code de la route parce qu'on est content de payer des amendes. On est un peu dans la même situation. Ça signifie quand même qu'il y a un électorat pour ça. Est-ce que vous comprenez aussi ces mécanismes un peu populistes qui visent à stigmatiser les logements sociaux ? Comment démonter ces idées reçues ? Je pense que les personnes qui sont dans cette situation-là seront les premières victimes. Parce que lorsque vous habitez ces communes-là, vous venez souvent de travailler à Marseille. Vos enfants ont les pires difficultés, lorsque vous n'êtes pas extrêmement riche, à se loger sur place. Ils vont chercher du logement à Marseille. Donc cette solidarité, elle joue en fait, mais elle joue dans un seul sens.
Et ce n'est pas une véritable solidarité construite. Donc le fantasme des Marseillais qui viendraient envahir les communes alentours, c'est un fantasme, on l'a dit, mais ça fait quand même quelques décennies que... C'est irrecevable pour vous. Voilà, que les Marseillais vont envahir toutes les communes du département, voire de la région, c'est bien connu. C'est un fantasme absolu. Les Marseillais qui sont dans leur quartier, pour certains un quartier de logement social, n'ont pas envie d'aller vivre ailleurs. Ils ont leur réseau familial, leur réseau de relations, leur travail, leurs habitudes, leur commerce dans le quartier. Ils n'ont pas envie de bouger. Patrick Amico, il reste quand même beaucoup à faire en termes de mixité sociale encore à Marseille, quand on voit certains arrondissements qui concentrent un maximum de difficultés. On discutait il n'y a pas très longtemps avec la maire du 15e, qui parlait quasiment presque de sous-citoyens, avec les difficultés à se déplacer, à se loger, etc. Comment est-ce que, pareil, le printemps marseillais, l'équipe qui est actuellement en place, tente de corriger tout ça? Nous avions obtenu quand même un certain nombre d'engagements de la part de la métropole sur quand même des points précis. Alors, sur le logement en particulier, bien sûr, je rappellerai tout le programme de rénovation urbaine, les 650 millions de l'État. Ça se passe bien avec la métropole? Qui se passe très très bien avec la métropole, sur lesquels, au contraire, nous poussons pour aller plus vite. Est-ce que les délais vont être tenus? Il faut que les opérations soient engagées avant la mi-2026. C'est une vraie question. Est-ce que les délais vont être tenus? Pour l'instant, je veux dire que ce que nous voyons en comité de pilotage nous laisse être raisonnablement optimiste. Voilà. On dirait qu'a priori, aujourd'hui, les délais seront tenus. Même si c'est pas simple, on le sait tous, oui. Parce que les problématiques de relogement sont complexes, c'est ça. Parce que les projets sont complexes, parce que on avance au fur et à mesure des choses. Donc, quel est ce plan avec la métropole? Deuxième chose avec la métropole, si ces quartiers sont rentrés dans cette logique-là, c'est qu'ils étaient complètement enclavés, ils sont restés enclavés. Enclavés parce que équipements publics qui n'ont pas été forcément gérés, suivis de la manière dont il fallait, enclavés parce que problématique de transport qui faisait qu'ils étaient éloignés de tout en étant proches du centre-ville. J'avais cru comprendre jusqu'à fort récemment que la priorité qui avait été fixée, y compris lorsqu'on a parlé de Marseille en grand et le chef de l'État, c'était le désenclavement des quartiers nord avec les projets de tramway. En passant par la Belle de Mai. En passant par la Belle de Mai, entre autres. J'entends d'autres choses aujourd'hui. Vous avez vu que Martine Vassal disait que le tramway n'était pas, par exemple, sur la corniche éventuellement, c'était pas forcément l'ineptie. C'est à ça que vous faites allusion. Hein. Voilà, c'est à ça que je fais allusion, parce que on a du mal à comprendre à la fin quand même quelle est la vraie priorité que la présidente de la métropole défend. Est-ce que la priorité, c'est ce qu'elle a dit, ce qu'elle a engagé par rapport au désenclavement des quartiers nord, ou est-ce que c'est un nouveau discours qui apparaît sur un pseudo-désenclavement des quartiers sud? Alors, il y a les problèmes effectivement de transport, d'enclavement, il y a les problèmes de sécurité aussi qui sont souvent liés et qui contribuent à des situations parfois d'extrême gravité. On pense à la tour Bel Horizon où les réseaux de drogue dégradent les installations de sécurité. Est-ce que cette tour va devoir être évacuée ? Alors, la question a été posée, la question se pose, la question est posée de façon récurrente. La commission de sécurité est passée un certain nombre de fois. La commission de sécurité a dit une chose simple, c'est qu'en l'état actuel, on ne pouvait pas continuer, on ne pouvait pas valider le fait que cette tour continue à être habitée sans répondre aux normes de sécurité d'un IGH. Bon, on sait que techniquement, ce sera extrêmement difficile. On sait que économiquement, ce sera quasiment impossible dans le cas d'une copropriété telle qu'elle existe actuellement. Donc, je dirais le devenir de la tour, des deux copropriétés de la tour Bel Horizon est effectivement sur la table aujourd'hui. Et c'est vrai que la question de la démolition de la tour Bel Horizon se pose. Elle est posée par l'État, elle est posée par Méditerranée, elle est posée par nous-mêmes, elle est posée par tout le monde. En attendant... Est-ce que vous la jugez souhaitable ? Je pense, c'est même pas qu'elle soit souhaitable ou pas, c'est que personne ne voit d'autres solutions. De la même manière que personne n'a vu d'autres solutions sur la tour Bellevue, B11, B12 Bellevue. On a officiellement annoncé cette semaine que la démolition aurait lieu. Oui. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, ce qu'on a fait sur Bel Horizon, c'est que on a négocié avec l'ANA, notamment, le fait de pouvoir faire des travaux qui améliorent la sécurité de cette tour. Ces travaux sont en cours, ils ne sont pas encore terminés. On a des difficultés, c'est vrai, parce que la problématique sécuritaire de la tour pose problème, mais je ne pense pas qu'on puisse mettre en avant le fait qu'on a un problème de sécurité lié à des trafics de drogue dans une tour pour justifier son évacuation. Ça ne tiendrait pas, pour moi, la route 5 minutes, parce que même si demain, quelqu'un, le maire, le préfet ou je ne sais qui, décidait d'évacuer la tour Bel Horizon, encore faudrait-il aussi évacuer le trafic qu'il y a sur place, encore faudrait-il protéger les biens des personnes qui sont sur place, et ça aujourd'hui, lorsque vous avez 130 familles en face, c'est quand même d'une complexité
assez énorme. Donc aujourd'hui, notre problème à nous, il est de terminer ces travaux de mise en sécurité qui, de toute façon, améliorent la situation telle qu'elle était. Donc déjà, on est vraiment là-dedans. Après, la question de l'évacuation ou pas, c'est un débat qu'on aura avec l'État, avec le préfet, avec la commission de sécurité, mais qui ne se pose pas aujourd'hui. Patrick Amico, on a parlé de difficultés des Marseillais à se loger. Il y a certains touristes qui, eux, n'ont pas de problème pour se loger, puisque les Airbnb, qui en ont de plus en plus maintenant, puisque vous avez limité la durée de location des Airbnb. C'est vraiment la solution, parce qu'on entend une petite musique, en particulier du côté de la droite, qui dit que vous sacrifiez l'attractivité de la ville, le tourisme, etc., alors que c'est une manne financière importante. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Les estimations qui sont faites en général, alors pas que par Airbnb, par les plateformes en général, qui défendent les meublés de tourisme et qui jettent à la figure des uns et des autres des 68 millions, des 14 millions, c'est très bien tout ça, ok. On se bat pour deux choses. On se bat d'abord pour que les résidences meublées de tourisme qui ont été montées dans le cadre d'investisseurs sur des résidences qu'on a appelées secondaires, mais qui étaient en fait uniquement des résidences dans lesquelles les gens ne vivaient pas, donc des investissements, qui avaient d'ailleurs une durée limitée d'autorisation de changement d'usage, pour que ces résidences-là redeviennent du logement familial. Soit les investisseurs les louent sur du bail de longue durée, soit à la sortie des autorisations de changement d'usage qu'ils ont, ils seront obligés d'en redemander une. Et aujourd'hui, les dispositifs qui est en place, qui a été voté en février par la métropole et qui est donc en place depuis globalement le début mai, fait qu'ils sont obligés, quel que soit l'arrondissement sur Marseille, de compenser la surface qu'ils font disparaître du logement familial. Ça, c'est une première mesure. La deuxième mesure, effectivement, elle concerne la réduction de 120 à 90 jours que la loi permet. Si on l'a fait, c'est que la loi le permettait. Et si on avait pu aller plus loin, on serait allé plus loin. Parce que, objectivement, il existe assez peu de gens qui peuvent partir de chez eux 120 jours pour louer à la semaine derrière. Déjà, 90 jours, c'est énorme. Moi, j'en connais assez peu qui ont les moyens de faire ça. Sauf avoir des résidences secondaires, avoir le temps de le faire, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que cette notion de résidence principale devenait un moyen de contourner les réglementations. Autrement dit, que des personnes qui, jusqu'à présent, relouaient de la résidence secondaire essaient aujourd'hui de transformer d'une manière ou d'une autre ces résidences secondaires en résidence principale. Donc oui, nous participons aussi à la réduction de l'intérêt de louer sa résidence principale dans ces conditions-là. Et deuxième chose, c'est que ces résidences principales louées étaient et sont toujours porteuses d'énormément d'incivilités. Tous les jours, nous avons des plaintes de la part des copropriétaires, des locataires, des personnes qui habitent dans des immeubles, qui ont à 2h du matin les valises à roulettes, qui ont les fiestas le week-end, de gens qui louent que le week-end pour venir faire la fiesta, ou qui ont d'autres problèmes avec ce qui s'est installé aussi quelquefois, des trafics ou de la prostitution ou d'autres. Donc tant pis pour l'attractivité touristique de la ville. L'attractivité touristique n'est pas menacée par ces mesures-là. 120 ou 90 jours, c'est vraiment pas la question. Par contre, effectivement, on veut continuer à développer l'attractivité touristique, y compris avec les problématiques de développement sur les hôtels de moyenne gamme. On sait que Marseille en manque, il faut en faire. Mais en même temps, on n'a jamais dit, et je n'ai jamais déclaré que l'on était contre les résidences pour le tourisme. Elles correspondent à un besoin, mais dans les limites, j'allais dire, de ce qui était déjà au départ les idées qui avaient été développées sur Airbnb, par exemple. Alors, parallèlement à cette pression touristique, il y a aussi les conditions de vie compliquées dans les quartiers populaires, les quartiers HLM. Ici, sur ce plateau, la ministre de la Ville a mis la pression aux bailleurs pour notamment avoir une élévation, on va dire, des conditions de vie, des réparations d'ascenseurs, des réparations de boîtes aux lettres, etc. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode ? Et puis, est-ce que ça porte ses fruits ? Alors, est-ce que ça portera ses fruits ? On le souhaite tous. Est-ce que c'est la bonne méthode ? C'est une méthode. C'est une méthode notamment qui passe par le fait de ne plus accepter les exonérations de taxes foncières pour les bailleurs s'ils ne rentraient pas dans les critères. Portefeuille, tout simplement, porte-monnaie, quoi. Je dirais qu'on a effectivement quand même un certain nombre de cités d'habitat social, de bailleurs qui ont des problèmes d'état du parc, qui posent des problèmes vraiment, vraiment significatifs et qui doivent être résolus. Est-ce que ces menaces-là, est-ce que ces systèmes-là vont amener vraiment à des progrès énormes ?
Je crois qu'ils vont surtout amener les bailleurs à réfléchir. Je crois qu'ils vont amener un certain nombre de bailleurs à se bouger, comme on dit un peu ici. Je crois qu'ils vont avoir l'intérêt de mettre un peu les bailleurs sous surveillance par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Maintenant, je me mets aussi un petit peu du côté des bailleurs à qui on demande tout aujourd'hui, d'investir en étant toujours... on demande aux locataires de payer leur loyer aussi, de manière générale. De payer le loyer, aux bailleurs d'investir et en même temps de se faire piquer l'argent par la réduction du loyer social, par la RLS, même si le montant a légèrement diminué, mais quand même... on leur demande d'acheter du logement intermédiaire. Ça allait quand même plus loin, Patrick Amico, parce que sur l'antenne de Maritima, Juliette Méadel disait lundi dernier que 13 Habitat était particulièrement dans l'œil du cyclone, notamment pour Martigues et dans quelques endroits de Marseille. Ça veut dire que d'ici ils ont jusqu'à juillet pour se mettre en conformité. Écoutez, moi, 13 Habitat, c'est pas le problème, on les connaît tous. 13 Habitat, effectivement, est un office public d'HLM, donc un organisme le plus gros du département. C'est le plus gros du département, sur lequel nous avons été amenés à constater, nous, des infractions pour lesquelles le préfet a pris des arrêtés d'insalubrité. Ce qui est quand même rarissime dans le milieu des bailleurs sociaux, que le préfet décide de mettre des arrêtés d'insalubrité sur un bailleur social. Donc ça prouve quand même qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes et qu'il est urgent que 13 Habitat travaille correctement auprès de ses locataires. Une ultime question peut-être de Léo Purgat. Juste un mot sur le permis de louer. Qui s'étend, notamment à la Belle de Mai dans certains quartiers de Marseille. Il s'étend à la Belle de Mai. Retour très positif sur le permis de louer. C'est un dispositif qu'on aimerait bien arriver à généraliser avec d'autres, y compris maintenant qui se posent, par exemple les diagnostics structurels sur un certain nombre de logements, parce que c'est nécessaire et on le voit un petit peu partout. C'est une très bonne chose et nous on se félicite vraiment de pouvoir étendre petit à petit ce permis de louer, qui a été étendu en Marseille d'ailleurs, mais qu'on aimerait continuer à étendre sur le centre-ville, nous directement. Même conclusion que David Itier, qui était le responsable métropolitain avec lequel vous travaillez bien, je crois comprendre, en tout cas, dans ce domaine-là. Parfaitement bien avec David Itier. Pourvu que les municipales ne viennent pas contrarier tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Le logement indigne n'est ni de gauche ni de droite. Merci beaucoup pour cette jolie conclusion, Patrick Amico, adjoint au logement de la ville de Marseille, d'avoir été en notre compagnie. Merci à Léo Purgat qui m'a accompagné une nouvelle fois pour cette émission. La semaine prochaine. Merci à vous tous et merci à tous les auditeurs.